Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on va faire le point ensemble sur les marchés, les indices boursiers, les matières premières, la paire euro-dollar. On va regarder qui bouge pas mal et qui peut avoir pas mal de répercussions sur pas mal de choses plus tard. Et derrière, la liste des actions, des opportunités. Comme d'habitude, donc j'ai fait une sélection d'actions par rapport à ce que vous m'avez proposé. Certaines sont intégrées dans la liste de gauche que vous verrez plus tard, d'autres ne le sont pas et seront vues donc en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Également, donc, comme chaque week-end, ce que je vous propose, c'est que les actions aient été vues ce week-end ou pas, c'est de proposer un commentaire, une action, et les autres personnes qui veulent également voir cette action analysée mettent un pouce en l'air à la personne qui a proposé cette action-là. Et du coup, j'ai récupéré celles qui ont le plus de pouces et j'essaye de les intégrer donc à ma liste et aux analyses également d'actions que je vous propose moi-même. Donc voilà, j'espère que les règles du jeu sont claires. En tout cas, merci à vous de proposer et de partager. Et ou sinon, voilà, comme d'habitude, s'il y a une âme charitable qui veut bien me faire le topo avec la liste d'actions et les timestamps, voilà, ça pourra aider éventuellement les autres personnes à naviguer plus simplement dans la vidéo pour voir les actions qui les intéressent. On referme ce chapitre-là. Donc, semaine, résultat, la Fed, Powell, il nous a pas dit grand-chose de neuf. En même temps, ouais, il nous a répété les choses. PIB américain, plus 6%. PIB français, plus 0,4, je crois, plus 0,5. Bon, voilà, hein, je veux dire, il n'y a pas de commentaires supplémentaires à faire. Donc du coup, évidemment, un petit peu de tension à nouveau sur les taux. On reparle un petit peu inflation. Inflation anticipée, mais taux réels donc, qui rebooste. Donc du coup, ça fait pas mal, ça nous fait bouger également l'euro-dollar, du coup, avec ce différentiel également de croissance, et différentiel également sur les taux, donc du coup, puisque bah, vous êtes bien rémunéré à avoir des dollars et vous ne l'êtes pas du tout à avoir des euros. Et au-delà de cela, donc ça impacte les matières premières. Et au-delà de cela, bah, ça nous fait bouger un petit peu et revenir certainement. Le marché va s'amuser certainement à vouloir se refaire peur un petit peu sur la hausse des taux et sur l'inflation qui arrive, etc. Mais bon, on voit c'est surtout aux US. Hein. Je pense qu'en Europe, on n'a pas besoin de trop s'inquiéter, en tout cas pour le moment. On va voir, je crois que c'est ce soir que Macron doit nous expliquer certainement quand est-ce qu'on réouvre. Voilà, et on verra un petit peu tout ça. Bref. Comme d'habitude, finalement, même sur une crise sanitaire, bah, l'Europe démontre que bah, il y a encore du boulot. Donc, sur le CAC 40, par exemple, bon, on a l'avantage d'avoir des sociétés qui sont très internationalisées, donc ça ne se ressent pas trop. Donc ce que l'on a sur le CAC 40, c'est qu'on a fait une nouvelle touchette, un petit peu dépassée, mais une nouvelle touchette sur cette oblique haussière, donc résistance, et on le voit, on bute pour l'instant. Donc on commence à manquer un petit peu de jus, on voit, pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc on commence à faire une petite reprise de souffle. Rien de bien majeur. Hein. Pour moi, je veux dire, il y a cette oblique-là qui va être très importante, qui est aux alentours des 6000 points actuellement. Et en gros, j'ai un pivot qui est l'ancien sommet de 2020, hein, en gros, donc aux alentours des 6060, 6100 points. Là, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, bah, ça reste déjà un gros morceau de support. Sinon, il y avait anciennement les 6150 points. Mais là, pour valider quelque part une consolidation et une reprise de souffle, ce que l'on va regarder à très court terme, c'est les 6275 points. Donc on a clôturé en dessous, donc ce qui validerait que le marché voilà, commence à avoir ce besoin de retrouver du souffle. On va aller chercher certainement la moyenne mobile 20, on verra comment on rebondira. Si on rebondit avec très peu de force, bon, ben, il va falloir commencer à être un petit peu plus prudent sur la suite. Je dirais surtout sur les petites capes éventuellement, surtout sur les positions sur lesquelles vous êtes surpondéré, vous êtes gros, et éventuellement s'il y a un retour de la volatilité, c'est là où où le bas risque de blesser. Donc c'est un petit peu de l'anticipation à ce stade, bien entendu, puisque la tendance de fond demeure haussière, bien entendu, mais c'est l'idée que voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est l'idée quelque part qu'on joue un petit peu la protection. Sinon, globalement, il y a toujours de très belles tendances haussières, etc. On va le voir, mais il y a beaucoup de configurations où on sent que ça commence à manquer de jus, on sent qu'on commence à matérialiser des tops, et alors c'est peut-être que des tops intermédiaires, on n'en sait rien, bien entendu,
Mais c'est ce qu'il faudra, mais vous pouvez avoir des consolidations. Donc après, là, l'important, on est en train de rentrer dans un marché éventuellement qui va nous balader, qui va redevenir volatile. L'important, c'est de bien, dans ce type de marché-là, c'est de bien connaître votre profil et votre horizon de placement. Donc si vous êtes long terme, vous êtes long terme. Donc vous avez des niveaux d'invalidation de votre plan qui sont plus larges. Donc c'est-à-dire que si les indices commencent à baisser de 2-3%, logiquement, vous ne devez pas paniquer. Donc c'est là aussi où on va bien voir que tous ceux qui nous disent être long terme, etc., je veux dire, tout le monde est long terme et tout le monde est confiant tant que les marchés montent. Dès que ça commence un petit peu à baisser, là où on perd de l'argent en bourse, c'est quand on a mal défini son profil ou qu'on croit l'avoir défini et que dès qu'on voit les plus-values latentes s'effondrer ou devenir des moins-values latentes, etc., et c'est là où les émotions commencent à prendre le dessus. Donc c'est là, vraiment, c'est dans ce type de marché-là où la performance d'un trader, la compétence d'un trader se voit réellement et s'apprécie. Hein, parce que bon, dans des marchés haussiers, c'est pas simple, bien entendu, c'est jamais simple, mais globalement, je veux dire, on peut suivre la vague et on peut réussir à en profiter, à tirer son épingle du jeu. La différence sur la performance se fait toujours dans justement des marchés qui vont corriger, qui vont être volatiles, qui vont ranger. Ouais, c'est des marchés un peu plus compliqués. Et c'est dans ces marchés-là justement qu'on fait la performance. Alors pas forcément de la performance positive en termes de je gagne de l'argent, mais de la performance en perdant moins que ce que le marché perd ou en ne perdant pas du tout. C'est-à-dire conserver la pleine capacité de son capital et de manière, lorsqu'on aura à nouveau une relance, un retournement, être en pleine capacité de son capital et donc pouvoir tout de suite maximiser la performance là-dessus. C'est là-dessus vraiment qu'on fait la différence sur une performance. Hein. Donc, pour l'instant, voilà, c'est de la sensation, c'est des sentiments de marché, comme je vous avais dit un petit peu le week-end dernier, mais globalement, je veux dire, il faut attendre encore d'avoir confirmation. Donc pour moi, moyenne mobile 20, mais surtout cette zone, voilà, 6150, et puis on va trouver très rapidement du soutien dans cette zone entre les 6060, 6100 points. Je pense qu'on trouvera rapidement du soutien, que ça permettra de rebondir, mais c'est ce rebond-là qu'il faudra identifier, qu'il faudra voir s'il se fait avec des volumes faibles, si on sent que ça manque de jus un petit peu. C'est du rebond qu'il faudra interpréter comme rebond technique. Et si il recasse là où on aura rebondi, on recasse par le bas, c'est votre signal un petit peu d'une correction un petit peu plus forte. Et là, donc, c'est là où il faudra réduire la voilure. Pour l'instant, vous l'avez vu, moi j'ai un sentiment, j'ai un biais, j'ai déjà commencé à réduire la voilure, à faire plus que me couvrir, mais globalement, je veux dire, on n'en a pas encore les signaux. Donc c'est encore un petit peu anticipé. À ce stade-là, ce n'est pas moindre risque. Et puis surtout, même si on devait reprendre le souffle, je pars du principe qu'on ne retourne pas un marché comme une crêpe, comme ça, un marché acheteur comme une crêpe du jour au lendemain. Il y aura certainement des constructions intermédiaires et il y aura certainement, si jamais on devait faire un dip avec de la volatilité, il sera certainement vu comme une opportunité et en gros cette zone-là des 6110 déjà, ça peut être vu comme une zone à acheter pour rebondir. Donc l'élément vraiment qui nous permettra de dire oulala attention, on fait attention, c'est pas qu'on reprenne le souffle, c'est qu'après cette reprise de souffle sur le rebond, on sente que ça rame, on sente que ça ait beaucoup de mal. Et là, globalement, c'était ce qu'on s'était dit déjà la fois dernière. Mais le marché a prouvé sa résilience. Par contre, si on le fait une deuxième fois, je pars du principe en fait que le marché a besoin de plusieurs coups. Et donc ce que vous voyez en fait, c'est que le marché est acheteur. Vous avez beaucoup d'acheteurs et donc du coup vous avez une salve vendeuse, c'est vu comme une opportunité. Les acheteurs sont là, ont encore de la puissance. Puis ils se reprennent une baffe et puis continuent à racheter. Mais ce que l'on va constater, c'est qu'à chaque baffe, il y a toujours des acheteurs qui sont là pour acheter le creux, mais ils sont de moins en moins puissants. Et en fait, c'est comme ça qu'on constate petit à petit en fait la perte du momentum, la perte de la force de la tendance acheteuse. Et au fur et à mesure, les acheteurs s'épuisent. Et ça, je veux dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, à moins d'avoir le Covid, une météorite, un truc, un machin, bien entendu. Mais dans un marché normal, c'est au fur et à mesure que ça se met en place. Et ensuite, voilà, vous l'avez vu, les résultats, on regarde les résultats des GAFAM, je veux dire, c'est monstrueux. Et on regarde les actions n'ont quasiment pas monté. Donc, l'idée, c'est de se dire que le marché avait quand même bien anticipé. L'idée, c'est quand même de se dire aussi, c'est que vous pouvez balayer tous les experts, les machins, les trucs. Vous regardez le marché, en fait, ce qu'il a fait post-Covid, c'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est anticiper.
et il ne s'est pas trompé, hein, je veux dire. Donc quand vous avez un marché justement qui est arrivé à des niveaux de valorisation, et notamment pour des valeurs GAFAM telles que ça, que vous voyez les résultats qui sont pondus, bah, vous dites, bah, le marché, il avait raison. Il avait raison et c'était pas survalorisé comme on pouvait dire depuis 6 mois, etc. Donc après, par contre, là, les résultats, on sent qu'on rentre un petit peu dans le dur. On sent concrètement que le marché a anticipé le meilleur des mondes possibles et que ça manque de catalyseurs, ou je les vois plus, ou je les vois pas. Donc dans les commentaires également, vous pouvez me rajouter quels sont les catalyseurs. Mais voilà, on avait parlé fusion-acquisition, on est en plein dedans. On avait parlé du fait que les entreprises avaient du coup été résilientes, récupéré pas mal de cash, et que ce cash, elles réinvestissent en faisant du rachat d'actions, elles réaugmentent les dividendes, etc. Tout ça, c'était un certain nombre de catalyseurs. Et on est en plein dedans, hein. On voit, c'est en train de distribuer, les résultats sont bons. Et globalement, on est dans un monde où tout va bien. Et c'est justement quand ce monde où tout va bien, etc., et qu'on a anticipé quelque part le meilleur, où vous avez ce contre-coup éventuellement, vous savez, c'est le choc post-traumatique. Et c'est là justement où je suis un peu plus prudent sur les marchés, c'est que les marchés éventuellement peuvent très bien, alors qu'on acte justement, vous voyez les statistiques en Chine, vous voyez les statistiques économiques aux US, en Angleterre, etc. Je vais pas dire en Europe, mais globalement, voilà, on a acté cette reprise en V. Le marché avait encore raison sur ces niveaux-là, alors que tout le monde s'était bien pris la tête, le W, le K, le machin. Euh, et du coup, maintenant, voilà, c'est là où on rentre dans ce marché, où voilà, moi je suis en mode, j'attends de voir, hein, globalement, savoir quels sont les catalyseurs qu'on peut se mettre sous la dent, ou sinon, maintenant qu'on va parler de la vraie reprise, la véritable reprise, ça a déjà été anticipé par les marchés, donc il nous reste quoi comme catalyseur? Pas grand-chose. Donc du coup, peut-être qu'on peut avoir un coup un petit peu de reprise de souffle, etc. Ça, on le verra. À ce stade-là, c'est de l'anticipation. Je vous ai donné les différents niveaux que l'on appréciera pour le moment. Et au niveau du Nasdaq, on va retrouver à peu près la même chose, c'est-à-dire, pour l'instant, vous voyez une oblique, on n'arrive pas à traverser globalement la résistance, on est en train de souffler, et pour l'instant, voilà, on tient la moyenne mobile 20, etc. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des petits dips, on a tenu, il y a des acheteurs. Là, voilà, si on perce ici, on devrait aller refermer ce gap-là et retrouver certainement des acheteurs, rebondir. Et là, c'est là où ça va m'intéresser. Si on rebondit et on est dans l'incapacité de repasser ces résistances avec vigueur, volume, etc., c'est là où on se dit, bon, on devient un petit peu plus prudent sur la suite. Bien entendu, la tendance de fond reste haussière, et je veux dire, voilà, vous avez des gros niveaux. Alors, il y a pas mal de gaps, c'est un petit peu le gruyère, donc c'est là où il faut faire attention à la volatilité. Mais globalement, voilà, 13 200, 13 300, ça va être un gros morceau en termes de support. Mais là, l'idée, c'est un petit biseau ascendant, c'est de savoir par où il va casser. Attention, hein, les acheteurs sont pas morts, hein, ils peuvent très bien casser par le haut et on peut très bien continuer et se faire une dernière jambe haussière et un bouquet final, bien entendu. Mais là, voilà, l'idée, c'est qu'on est en attente, donc on est plutôt dans une neutralisation ici, haussière, mais neutralisation quand même, et on attend de savoir par quel bout on sort et derrière d'identifier séance après séance un petit peu la force de la bête. Mais globalement, voilà, on a une légère reprise de souffle actuellement, donc à confirmer ou infirmer la semaine prochaine. Donc du coup, on va regarder les matières premières. Au niveau du Brent, c'est toujours haussier, bien entendu. On a tenté la relance ici, mais on revient sur l'oblique baissière à ce stade-là, donc on attend le break. Il faudra breaker les 68 là, et les brouettes, et les 70 pour vraiment relancer la tendance haussière. Là, sinon, à contrario, aussi, si on vient à repasser sous les 64, on va commencer à se dire que le marché va se mettre à ranger en gros parce que on aura acté cette reprise et on va attendre maintenant, le marché va attendre vraiment de pouvoir valider la reprise. Il a anticipé un scénario, il va vouloir vraiment acter que ce scénario se met véritablement en place et qu'on n'est pas embêté éventuellement par un variant indien sur lequel les vaccins seraient inopérants, voilà, ce genre de choses, etc. Mais globalement, on sent que le Covid, le marché l'a mis de côté. Mais voilà, il faut toujours se méfier, on peut toujours avoir des pics un petit peu de nervosité comme ça qui arrivent. C'est toujours la même chose. Donc au niveau de l'or, voilà, je ne vais pas réexpliquer ce que je vous ai expliqué en début de vidéo.
mais sur les taux, d'ailleurs, on peut les regarder. Je vais regarder l'obligataire à 20 ans aux US. Donc voilà. Donc en gros, si les obligations montent, les taux baissent, et inversement, si les obligations baissent, les taux sont en train de monter. Bon, ce que l'on voit, c'est qu'on a une petite tension, mais globalement, voilà, ce que l'on voit, c'est qu'on est un petit peu dans un no man's land ici, quoi, et on continue de zigzaguer. Si jamais on casse cette figure-là par le bas, là, oui, on relance les taux à 10 ans, on peut reparler des 2%, et le marché va s'inquiéter à nouveau des taux, des machins, des trucs, des valorisations. Et donc là, en effet, on est reparti pour un tour pour rejouer à se faire peur, comme on avait pu le faire au mois de février-mars. Mais sinon, voilà, là, pour l'instant, je dirais, c'est plutôt une construction. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à déterminer là-dessus encore, en termes de nouvelles peurs qui pourraient revenir. En tant que sur l'or, donc l'idée, voilà, c'est que à ce stade-là, on a toujours la congestion, donc on est toujours haussier long terme, toujours neutre à moyen terme, et là on voit, on a cette congestion qui est en train de se mettre en place. On a le pullback qui s'est effectué ici, donc sur l'ancienne résistance ici qui devient support, et donc maintenant ce qu'on attend c'est éventuellement la sortie. Donc si on ajuste un petit peu la configuration, voilà, c'est l'idée que tant qu'on reste là-dedans, c'est plutôt positif, et on va plutôt tenter de jouer la continuation du rebond et un retour vers la zone des 1840 $. A contrario, si on lâche ici par le bas, eh ben on commence à dégrader. Et si on lâche par le bas, on commence à dégrader, ben ça veut certainement dire qu'on dégrade aussi certainement et qu'on a une remontée des taux et tous les experts commencent à vous remettre les taux sur la table, la peur de l'inflation. Mais l'idée, c'est voilà, c'est une inflation qui est anticipée. Mais là, maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, du coup, avec les stats, c'est que l'inflation, elle est plus anticipée à ce stade-là. On le voit avec la hausse des matières premières, la hausse des matières premières agricoles, etc. Voilà, on sent bien qu'on arrive en plein dedans. Temporaire, comme dit Powell, ça, voilà, tout le monde peut avoir son avis là-dessus. Mais il va falloir voir justement, c'est le marché qui va trancher. Et je pense que ça va nous occuper ces prochaines semaines très certainement. Et ça fait partie, regardez ce que fait l'or, regardez ce que font les taux, etc. C'est ça qui va être important. Mais ce qui est important, voilà, c'est de bien comprendre que autant cette inflation était anticipée sur la dernière fois où on s'est fait peur avec les taux, autant là, on va commencer certainement à avoir des stats, et on l'a vu déjà dans les coûts des entreprises, on commence à avoir cette répercussion dans les coûts des entreprises et dans le prix final également des biens. Donc ça aussi, voilà, ça va être important de regarder, mais encore une fois, on a vraiment deux mondes, hein. On a les US et on a l'Europe, ce qui fait également qu'il peut y avoir une inflation pour les US vis-à-vis des biens qui les importent essentiellement d'Asie. Sur le silver, c'est exactement la même chose que sur l'or et sur l'euro-dollar. Bon, ben, voilà, on avait eu une réaction donc en ligne droite, donc dévaluation, enfin dégradation du dollar, qui bute sur cette résistance ici et qui est en train donc de consolider. Rien de bien majeur pour moi. Alors le chandelier est important, mais ce qui va surtout m'intéresser, voilà, c'est de tenir cette zone-là des 1,1950, 1,20 à peu près. Si on arrive, tant qu'on arrive à tenir cette zone-là, on reste dans la congestion et dans le retournement, c'est-à-dire plutôt dans le scénario où on continue de privilégier maintenant la baisse du dollar à moyen long terme, qui serait validée donc par la cassure de cet oblique, ce qui nous renverrait vers la zone des 1,23. Donc ça, évidemment, c'est lourd de conséquences si ça devait se réaliser par rapport aux sociétés américaines également, donc suivant où elles font leur business, donc pour leurs résultats. C'est important également pour les matières premières, bien entendu. Donc voilà un petit peu l'idée. Là aussi, cette congestion-là, ça va être important. Donc on sent bien là qu'on rentre dans le mois de mai et qu'on va avoir des décisions qui vont être prises et qui, d'un point de vue macro, peuvent être justement importantes pour derrière les décisions que l'on peut prendre sur nos investissements. Donc voilà un petit peu où on en est, et je vais terminer juste par matière première agricole. Donc on va regarder le blé, évidemment vous pouvez regarder le soja, le maïs, etc. Tout est dans les mêmes configurations. On en avait parlé de ce retournement qui s'était mis en place, hein, on le voit à partir de septembre-octobre, et là maintenant vous le voyez, c'est vraiment acté. Et on a vraiment la hausse expo qui se met en place, quoi. Donc, bien entendu, si on regarde à très long terme, vous êtes toujours sur une tendance baissière, hein. Donc on n'est pas encore en train de parler famine,
crise sociale, etc. Mais c'est quelque chose que les politiciens vont devoir regarder, bien entendu, puisque dans un monde où on parle d'inégalité et où on voit donc Biden qui commence déjà à vouloir taxer les riches, taxer les entreprises, parce que ben, on prépare ce gap des inégalités qui est vraiment, qui peut être vraiment une problématique politique, parce qu'on peut tendre vers les extrêmes, il va falloir le refermer d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, la hausse des matières premières agricoles, donc la hausse de la nourriture éventuellement, eh ben, c'est pas fait pour aider la paix sociale. Donc ça aussi, c'est un élément majeur. Alors après, voilà, il faut prendre un petit peu de recul, évidemment, par rapport à tout le monde qui peut vous parler et vous dire, ah, la hausse des matières premières, voilà, c'est de l'inflation. Et en plus, c'est de la mauvaise inflation dans le sens où ça vous impacte le côté social, évidemment, puisque sur la hausse, on est inégaux aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, les plus pauvres sont les plus touchés. Mais l'idée, globalement, c'est de prendre un petit peu de recul également et de relativiser donc, le retournement à la hausse des matières premières, et là, en l'occurrence, du blé, par rapport à une tendance baissière qui reste long terme, vous le voyez quand on regarde les prix de 2008. Ce qui m'intéresse, c'est que les matières premières agricoles jouent un rôle de hedge hein, quand même, et jouent un rôle avec des tendances haussières en règle générale sur les grosses crises. Et on l'avait senti notamment en 2007-2008. Et puis après, on était reparti dans une grosse tendance baissière lourde. Ça avait été le cas pour toutes les matières premières, hein, qu'elles soient métaux ou qu'elles soient également agricoles. Donc du coup, les entreprises sont obligées de faire quoi? Elles sont obligées de réduire les investissements, de réduire les champs, de réduire les mines et de fermer pour pouvoir survivre et attendre que les prix remontent. Et donc en fait ce qui se passe c'est que donc, quand vous avez la demande qui remonte, et c'est toutes les pénuries et tous les goulots d'étranglement que l'on a, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on a fermé tout ce qu'on a pu pour sauvegarder les coûts, réduire les coûts pour éviter évidemment de mettre la clé sous la porte en faisant l'autruche en attendant que ça passe. Et maintenant, si vous voulez, vous avez avec, je veux dire, on n'aurait pas eu les plans, les stimulus et tout ça, et les banques centrales et compagnie, on aurait eu un rebond économique, certainement pas aussi fort, mais on aurait eu un rebond économique avec ce soulagement et cette reconsommation qui se serait bien passé finalement parce qu'on n'aurait pas eu de goulot d'étranglement et de pénurie. Mais là, en fait, vous avez eu tellement de cash qui a été déversé un petit peu partout qu'en fait, vous avez un pic de demande qui se fait très rapidement. Et en fait, la supply chain, forcément, elle peut pas suivre. Donc en fait, vous avez un gap temporaire. Alors on ne sait pas, hein, quelques semaines, quelques mois, mais un gap temporaire où vous vous retrouvez avec des pénuries. Et l'ajustement, quand vous avez des pénuries, etc., l'ajustement se fait par les prix, je ne vous apprends rien. Et sur les matières premières agricoles, c'est également ce qu'on veut croire. Si on est optimiste, c'est l'idée de se dire, c'est temporaire également, c'est le temps qu'on ajuste. Parce que quand les prix remontent, du coup, on va se remettre à investir, on va se remettre à réouvrir des usines, de rouvrir des champs, recommander des machines agricoles, etc. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps pour réouvrir une mine, etc. Donc pendant ce temps-là, en fait, vous avez l'ajustement qui se fait par les prix, jusqu'à ce que vous retrouviez une offre qui est capable de répondre à la demande. Et c'est là où on en saura un petit peu plus. Bon, et après, évidemment, je ne vous refais pas les vidéos qu'on avait faites déjà il y a plusieurs mois, etc. C'est que même avec ces réinvestissements, etc., vous avez un certain nombre de métaux, etc., sur lesquels vous allez rester en déficit. On peut parler du pétrole, on peut parler du cuivre, etc., et qui vont rester des matières premières stratégiques pour les décennies à venir. Voilà, donc j'ai refait mon petit laïus et on va attaquer sur les actions. Alors sur celles sur lesquelles on a un petit peu l'habitude, je vais passer rapidement. Hop, on va enlever le mensuel, on va repasser en journalier. Donc on va commencer par une petite cape. Alors celle-ci est vraiment petite, faites attention. Mais je vous la montre parce que graphiquement c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant. C'est Adonis. Et Adonis donc qui est en train de tenter un retournement avec cette oblique ici qui a été cassée. Et donc on attend éventuellement la confirmation de son retournement en passant au-dessus des 2,90 € qui pourrait nous réouvrir éventuellement la zone des 3,20 €. Mais ça voilà, c'est vraiment pour des petits portefeuilles parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volumes qui sont échangés là-dessus. ADP, plus grosse évidemment, et on valide globalement le retournement qui est en train de se faire. Alors anticipation, il n'y a toujours pas beaucoup d'avions bien entendu, mais le marché anticipe. Donc là ce que l'on voit sur ADP, c'est qu'on arrive au bout de la figure de congestion et qu'on attend donc, je dirais plutôt la sortie par le haut
pour pouvoir continuer de jouer le retournement et d'anticiper le soulagement et le fait qu'on va tous vouloir partir en vacances. On verra là aussi, il risque d'y avoir des problématiques au niveau des réservations de vol, etc. Faudra voir, parce que tout le monde risque en termes de soulagement, risque de vouloir partir. Agfa, ça reste plutôt bien construit à ce stade-là. On attend toujours la cassure des 4,20 €. Au niveau d'Airbus, on est dans la congestion également aussi, comme ADP, et on attend le sens de sortie. Donc ça aussi, vous avez beaucoup de valeurs, surtout des valeurs cycliques qui sont à peu près dans les mêmes configurations, et on arrive au bout. Donc vraiment le mois de mai, on voit que voilà, sur les actions également, on va avoir des décisions qui vont être prises. Soit on va vouloir reprendre le souffle, en attendant vraiment d'avoir confirmation, style en août, septembre, d'avoir vraiment, de savoir un petit peu comment la saison s'est passée, etc. Soit on va vraiment l'anticiper, et donc on va casser par le haut. Donc on attend vraiment, je dirais, que le marché choisisse un petit peu son camp. Je pense que le scénario, il est clair pour tout le monde, mais le marché peut décider de le jouer maintenant, il peut décider de le jouer plutôt à partir de juillet, août, plutôt fin août, hein, fin août, septembre, pour commencer à jouer les résultats et les stats, pardon, et éventuellement de tout ce qui est tourisme et compagnie. Mais on voit que ça résiste quand même plutôt pas mal, etc. BFIMO, on est toujours en attente de la cassure, c'est pas loin, mais c'est pas encore fait. Au niveau de Boiron, donc il y a eu les résultats qui ont été vendus, mais qui ont été vus comme une opportunité d'achat. Donc on a bien validé cette zone des 37 € en support. Le gros morceau pour Boiron, hein, on voit, c'est de repasser au-dessus des 42 €. Au niveau de Carrefour, ça continue de valider le retournement. Et on a refermé ce gap ici. Donc on continue de bouger. Vous avez les 16,30 € éventuellement en prochaine résistance, on le voit. Mais sinon, globalement, cette zone-là, dorénavant des 15,60 € qui devient support. Du coup, sur le même secteur, vous avez Casino Guichard. C'est en train, petit à petit, ça a ramené le temps. Alors bon, ils avaient toute l'histoire, évidemment, de la dette et compagnie. Mais vous le voyez, la construction est belle et on est en train de retester la résistance horizontale. Donc, à voir si on attend encore un petit peu et on continue de rester dans la figure, ou si on fait le break incessamment sous peu. Au niveau de CGDIM, les résultats sont sortis sans réelle saveur, je dirais, donc on se tourne vraiment sur les perspectives. Globalement, je dirais que vous avez un support sur les 25 € au-dessus duquel on va rester toujours positif, une résistance sur les 28 € qu'il faudra casser pour essayer d'aller chercher en objectif cette zone des 31 € avec le gap. Au niveau de CGG, je crois que les résultats vont sortir début mai, vers le 5 ou le 6 mai, quelque chose comme ça. Sinon, on évolue, je dirais, dans un biseau descendant. On est allé tester le bas, on est allé tester le haut, et on est en train là de tester plutôt la médiane. Donc tant qu'on est dans la figure, je dirais que c'est assez neutre. Pour relancer la tendance haussière, donc il faut qu'on casse par le haut, évidemment. Et les résultats seront très certainement attendus de pied ferme. Claranova, ça rame un petit peu, donc on était revenu ici sur cette zone de support, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, on a validé le rebond, mais la moyenne mobile 20, hein, vous voyez cette zone ici, là, des 7,90 €, alors moyenne mobile 20 et puis également une zone graphique, a joué son rôle de résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à repasser ces 7,90 €, on ne relance pas la hausse. Et ça me gêne un petit peu, c'est un peu faiblard, c'est dommage. Après le pic de volume, après l'achat des résultats, etc., on sent que ça manque un petit peu d'entrain. Donc, rien n'est perdu encore à ce stade, hein. Il y a toujours un bon support sur la zone des 7 €, mais il y a une zone de neutralité qui est en train de se mettre là en place entre les 7,35 là et les 7,90. Donc c'est un range. Il faudra casser par le haut ou par le bas un petit peu pour indiquer la suite. Coil, c'est la même chose, les résultats vont être attendus au tournant, d'ailleurs ils ont été publiés ce soir. Alors je les ai lus vraiment en diagonale, il n'y a pas de surprise sur 2020, de toute façon on connaissait les chiffres bien entendu. Il y a une hausse du chiffre d'affaires sur le premier trimestre de 2021, mais là aussi je dirais pas exceptionnel. Et il y a une phrase surtout qui ne m'a pas plu pour moi et qui je pense ne plaira pas au marché non plus, c'est que, on le sait, au redémarrage de la demande, etc., mais Coil annonce que, pour des raisons de pénurie, etc., ils n'ont pas réussi à en profiter. Donc ça, voilà, c'est graphiquement, c'est toujours pas mal, hein, mais il y a fort à parier que ça risque de rester un petit peu léthargique, on va voir, globalement. Mais c'est le petit bémol, c'est le petit gros bémol même.
Donc ça repousse, je pense. Alors après, Coil, hein, ils ont des fonds propres, hein, etc. Bon, ils ont une perte en 2020, j'ai vu 3 millions, hein, quelque chose comme ça. Mais globalement, en gros, on va rester certainement, on va rester dans un titre qui va se maintenir au-dessus des 9 euros, globalement. Mais en gros, la congestion risque de durer un petit peu longtemps. Et c'est peut-être cette figure-là que le marché joue, donc avec une résistance à 13 euros, et ce support ici à 9 euros. Et donc éventuellement, vous voyez, on n'a pas encore suffisamment de congestion et ça nous repousse à plusieurs mois, éventuellement une sortie. On va voir ce que le marché va décider. Ça, c'est mon interprétation, mais clairement, la raison pour laquelle j'avais acheté Coil, c'était pour jouer ce redémarrage au niveau de la construction, de la construction immobilière, etc., notamment, et de la demande chinoise. Et cette petite phrase-là, bon, ça casse un petit peu du coup la dynamique. On verra ce que le marché en pense, mais je ne pense pas qu'il va être emballé non plus. Crédit Agricole, donc au niveau des bancaires, elles ont été performantes hein, cette semaine et elles sont en train de rebriquer par le haut. BNP Paribas a fait pareil aussi et du coup, on a fermé le gap Covid sur Crédit Agricole. Donc là, on reste positif. Ça reste haussier. On a éventuellement les 13,50 € qui peuvent encore être en objectif. Et on va rester positif tant qu'on va tenir à peu près la médiane ici de cette hausse de cette semaine, c'est-à-dire aux alentours des 12,50 €. Au niveau de Danone, on reste voilà, dans une conso à plat, mais dans une phase de retournement. Il faudra casser ici par le haut, vous voyez, les 60 € pour valider vraiment la poursuite de ce retournement et viser, je dirais, la zone des 63 €. A contrario, si on recasse un petit peu par le bas, bon, le marché voudra certainement construire une figure intermédiaire. Alors on a plusieurs figures intermédiaires qui peuvent être construites et pour l'instant il nous manque des chandeliers pour vraiment avoir une idée. Mais on peut également revenir sur les 56-57 €, je dirais, sans qu'on remette en cause encore à ce stade le retournement de la tendance. DBV, là, il va falloir observer parce qu'on n'est pas loin. On l'a tenté aujourd'hui, mais on n'est pas loin de valider le break. Donc une petite news, évidemment, ne serait pas pour être déprécié. En tout cas, c'est positif, c'est toujours très propre. Égide également, ça se maintient bien, ça reste propre. On a un support là sur la zone des 1,25 €. Si je nettoie un petit peu mon graphique, je continue éventuellement de nourrir l'idée qu'on peut aller chercher les 1,45, 1,50. Mais après, éventuellement, on verra si. Tout dépend évidemment des marchés, hein, de la manière dont ils vont souffler, s'ils vont souffler, évidemment, et ça vous impactera toutes ces tendances-là qui potentiellement remettront un petit peu à plus tard leur break, etc. Au niveau de ERAM également, on a buté sur l'oblique résistance. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker, bah, on n'a pas un nouveau potentiel haussier qui se met en place et on va construire petit à petit le reste de la figure. Donc là, l'idée, c'est que si on vient refermer ce gap, on reste dans la figure, mais on va continuer de valider plutôt un range. Donc on a de plus en plus de valeurs hein, qui commencent à valider ça. C'est pour ça que je vous dis également sur les indices, voilà, on va peut-être rentrer un petit peu dans la partie range du marché. Euronav s'est un petit peu reprise cette semaine, donc il y a eu une bonne réaction sur le support oblique. Il y a eu une cassure de résistance ici, mais globalement, le plus gros pour moi, c'est le gap ici. Donc clairement, tant qu'on ne revient pas au-dessus des 7,40 €, on ne valide pas un retournement haussier. Donc il faudra encore un petit peu plus que ça. Et voilà, se méfier évidemment, on peut aller chercher les 7,40 €, mais tant qu'on bute en dessous, ça reste du rebond technique, en gros, au prorata de la baisse, mais qui ne remet pas en cause et qui ne relance pas la tendance haussière ou le retournement haussier. Vraiment les 7,40 € qui seront à dépasser. Euronext, donc du coup, ils ont lancé leur AK pour payer la bourse italienne. Ce qui est intéressant, donc du coup, c'est que ça a été acheté. Alors, ça a été vendu évidemment en ouverture, mais ça nous a permis de valider ce support oblique ici. Donc, il se valide bien et donc éventuellement un biseau descendant, vous le voyez. Et ça a été acheté. Donc, évidemment, avant de parler de retournement haussier sur Euronext, vous voyez, il y a du boulot. Il faudra casser cette figure par le haut. Donc, ça peut zigzaguer encore un petit moment, mais ça a le mérite de donner au moins un cadre. Europcar, évidemment, ça c'était spéculatif. C'était pour jouer un rebond. Il s'est bien matérialisé cette semaine à partir du moment où on a cassé cet oblique ici. Et surtout, il a été bien puissant tout au long de la semaine. Je m'attendais éventuellement à ce qu'il y ait un pullback. Je pense qu'on y aura droit. Donc cette zone des 29 centimes, 29 centimes 50 qui maintenant joue un rôle de support et qui nous permettra de construire la suite.
Sinon, à court terme, on voit qu'on est venu chercher la zone avec 32 centimes d'euros, éventuellement voir si on a encore un petit peu de jus pour aller chercher les 33, voir le gap tout de suite. Voilà, bon, l'idée c'est soit on va chercher le gap tout de suite et on consolide ensuite derrière, soit on consolide et on va chercher le gap ensuite, hein, ça, voilà, donc l'idée c'est de sécuriser un petit peu pour se redonner une marge de manœuvre si on consolide, réaccumuler la position pour le jouer comme ça, mais se garder en fait une part de la position si jamais la spécu continue ou qu'il y a une news ou que sais-je, pour essayer d'aller jouer le gap avec quand même une partie de la position. Fermental, c'est en train de congestionner aussi. On a tenté tout au long de cette semaine de partir et ça part pas. Néanmoins, on a quand même des bons volumes, et donc ça s'observe pour la semaine prochaine aussi. Si jamais on a le départ effectif, il peut y avoir un breakout qui peut être intéressant. For Farmers, donc bon, je vous sélectionne For Farmers ici, mais vous avez beaucoup d'autres valeurs qui peuvent être beaucoup plus intéressantes pour jouer l'agroalimentaire, mais au sens large, donc nourriture et compagnie. Sur For Farmers, on est un petit peu plus que sur ça, mais globalement, voilà, l'ensemble, l'ensemble de tout ce qui est voilà, engrais, pesticides et compagnie, tout ça, ça peut se jouer, et ça c'est déjà, le marché l'a déjà joué d'ailleurs. Mais ce qui va nous intéresser ici for Farmers, c'est pour valider, vous voyez, le retournement de la tendance, c'est vraiment cette zone-là des 5,90 €. Donc on a eu la distribution d'un dividende, donc, mais on valide bien voilà, qu'on reste encore dans la construction, que le retournement est en train de s'acter, ça prend son temps, mais que vraiment ce qui peut lâcher un petit peu les chevaux et peut-être nous faire revenir un peu plus rapidement vers les 6,50 €, c'est ce débordement des 5,90 €. Groupe SFPI donc, a bien apprécié ces résultats. Donc on a eu le break grâce au résultat qui s'est effectué. Donc on a validé également, on voit les 1,95 € et des brouettes comme support dorénavant. On a cassé cette petite oblique ici, donc à voir si ça a été probante pour le marché ou pas. On verra s'il y a une consolidation et qu'on rebondit dessus, on pourra dire oui, elle a été probante. Et j'ai encore mes titres à titre personnel parce que c'est pas une grosse position que j'ai. De toute façon, le titre n'était pas suffisamment liquide pour ça. Et je joue un petit peu la fermeture du gap qui a eu lieu, aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'étais un petit peu au-dessus des 2,40 € en alerte. Donc on verra lundi si on peut continuer un petit peu. Sinon, bon, je pense que pour un profil un peu plus moyen-long terme, je pense qu'on peut viser plus haut. Mais là, voilà, d'un point de vue court terme, je dirais que voilà, cette zone des 2,40 et des brouettes, c'est un niveau déjà qui peut être assez intéressant pour quelques prises de profit. Au niveau de GTT, on continue de construire dans cette figure ici, donc il faudra breaker par le haut pour valider un retour vers les 75 €. Au niveau de Harmony Gold, donc du coup, on attend d'en savoir un petit peu plus sur la décision qui sera prise sur l'or, et on le voit, on le retrouve sur les valeurs aurifères, hein. On voit bien un petit peu cette congestion, donc une tendance baissière. Hop, on met en place le rebond, on casse cette tendance baissière et on se met maintenant dans une neutralisation, et on zigzague et on range. Donc on attend, on recasse le range par le bas, scénario caduc, on casse par le haut, ça veut dire qu'on se met à jouer l'or, ça veut dire qu'on se met à jouer l'inflation. Au niveau de Ipsen, c'est toujours positif, éventuellement un pullback qui pourrait revenir vers la zone des 77 €. Au niveau de LVMH, voilà, il faudra bien reprendre le souffle, mais voilà, il y aura des reprises de souffle sur le secteur du luxe qui est surpondéré sur le CAC 40, donc c'est comme le Nasdaq qui est surpondéré sur les GAFAM. Si vous avez des reprises de souffle en fait sur une poignée de valeurs, vous pouvez avoir pas mal de volatilité sur les indices. C'est de ça dont il faut se protéger, mais en fait on s'en protège en étant au courant. C'est-à-dire que quand ça va advenir, vous êtes préparé, vous savez que ça advient et vous paniquez pas éventuellement en vendant l'ensemble de votre portefeuille. Mais l'idée globale, c'est voilà, quand vous avez des hausses exponentielles, et que sur des choses qui sont pas mal surpondérées sur des indices, il peut y avoir des consos et on peut revenir et on peut perdre 4-5%, ce qui peut vous impacter l'indice évidemment, sans pour autant remettre en cause la tendance. Et quand vous avez des hausses exponentielles comme ça, vous pouvez avoir pas mal de volatilité, notamment dans une reprise de souffle, mais comme le momentum est important, en fait, vous allez toujours avoir une base d'acheteurs qui vont voir toute baisse comme une opportunité d'achat, et donc en fait qui vont permettre de faire rebondir la valeur. Et c'est pour ça que je vous parle de volatilité. C'est parce que quand on commence justement à vendre et puis c'est une opportunité, je rachète, etc., ça vous fait des zigzags avec plus ou moins d'ampleur, c'est ça qui vous crée la volatilité, et si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez vous faire balader complètement.
Et voilà, et typiquement, on n'y est pas encore, mais on sent que on pourrait rentrer dans ce type de marché-là. Et c'est pour ça que j'ai anticipé et que je vous en parle, parce que il faut s'y préparer, parce que c'est des marchés qui sont beaucoup plus compliqués à gérer si on n'a pas un minimum anticipé, pas sur ses positions, mais anticipé dans sa tête et se préparer à ce type de scénario-là. Au niveau de Makeya Group, donc c'est spéculatif, il y a eu des gros volumes aujourd'hui, mais pour autant, on a fait pchit. Bon, l'idée c'est toujours la même, c'est qu'il faut casser, vous voyez, cette zone des 32 centimes et des brouettes pour éventuellement lâcher les chevaux. Navia, alors Navia a tenté, mais a échoué à ce stade-là. Donc on reste plutôt positif encore à ce stade-là, à court terme je parle. À moyen terme, je resterai négatif tant qu'on est dans la capacité de passer au-dessus des 3,10 €. On a toujours cette congestion, par contre si vous la lâchez par le bas, hein, ici là en gros, si vous lâchez par le bas ici et qu'on revient de gravité vers cette zone-là, là, négatif, grosse prudence, parce que si ce support-là lâche, évidemment, on va revenir chercher les 1,80 € et les brouettes. Mais globalement, à titre personnel, je reste négatif sur le dossier. Et pour moi, je veux dire, vous le voyez de toute manière, il y avait un rebond à jouer, on en avait parlé, mais globalement, là, vous le voyez ici où on aurait dû avoir la deuxième impulsion, notamment s'il y avait vraiment une puissance acheteuse, on aurait dû avoir la deuxième impulsion ici, la cassure de cette oblique-là, et on serait allé chercher la moyenne mobile 100, et sur la conso, on se serait servi de ces 2,95 € comme support pour pouvoir lancer. Là, ça aurait été un truc qui m'aurait fait changer d'avis, et je vous aurais dit, là, il y a peut-être quelque chose à jouer en termes de retournement. Mais là, on n'a pas réussi, et puis on rebute, ça c'est faiblard. Alors au moins qu'il y ait une news évidemment rocambolesque, etc. Pour moi, c'est plutôt là, on reste plutôt prudent sur la suite. Nicox aussi. Alors on a beau, voilà, le dossier je l'apprécie également, mais voilà, d'un point de vue graphique, on est quand même dégradé tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 4,30 €. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyez, vous me posez des questions des fois. J'allège, il y a des dossiers que j'allège, même si je pense que c'est un bon dossier, même si je pense que c'est un dossier que j'aimerais jouer à plus moyen long terme, j'allège les positions quand même, parce que je gère mon risque, je gère un petit peu ma gestion. Et du coup, comme je ne veux pas surpondérer des valeurs trop grosses, en fait, ben, je vais alléger, je vais prendre une partie de ma perte, et éventuellement, je vais revenir, je me redonne une marge de manœuvre en cash pour revenir sur cette valeur-là, et racheter quand j'aurai un peu plus d'indications pour jouer un peu plus l'aspect timing. Donc voilà, et donc ces dossiers-là, éventuellement, je peux même être amené à les vendre complètement, parce que graphiquement, ben, ce n'est pas le bon timing, et puis je vais attendre d'avoir une nouvelle entrée. Évidemment, le risque potentiel, c'est d'avoir une grosse news et puis de louper. Mais je préfère 100 fois ça que de bloquer mon capital, voire de rentrer dans des cercles un petit peu vicieux où je moyenne à la baisse, etc. Et de me retrouver avec des positions ingérables parce que trop grosses par rapport à ce que c'est. Et puis ça reste une biotech, même si on pourrait se dire que c'est une belle biotech. Mais j'en ai eu des belles biotech qui ont fini pas à zéro, mais qui ont mal fini, quoi. Donc Nokia, les résultats là aussi ont été appréciés, donc on avait une belle congestion qui s'était mise en place déjà depuis quelques jours. Donc résultats appréciés, bon là j'ai pas cherché trop à comprendre, j'ai soldé et je vais attendre de voir un petit peu comment ça va construire, mais c'est un bon retournement aussi, hein, rien à dire là-dessus, c'est toujours très propre, et éventuellement sur une conso, y revenir. L'idée sur Novacite, voilà, c'est qu'il y a eu la réaction donc, sur l'aspect variant indien, donc il y avait un bon biseau, mais on avait parlé la semaine dernière, il me semble, et on est allé chercher, alors j'aurais pas misé là-dessus, hein, j'aurais plutôt dit, voilà, les 6 €, j'aurais visé les 6 €, on est allé chercher jusqu'aux 6,80 €. Donc c'est beau, hein. Bon, globalement, il y a un aspect technique également, c'est la moitié du chandelier, ici, globalement. Mais sinon, là, ce qui va nous intéresser, c'est la conso qui est en train de se mettre en place. Alors, on peut le voir comme ceci. Alors, il faut zoomer un petit peu sur votre graphique, peut-être un petit peu plus globalement, mais voilà, il y a peut-être une congestion là-dessus. En gros, pour relancer peut-être un deuxième effet qui se coule et une deuxième attaque acheteuse, il faudra passer la moyenne mobile 20. Si vous recassez par contre les 5 € par le bas, bon, il y a des supports évidemment, mais ça commence à perdre de son charme pour jouer le deuxième effet qui se coule. Au niveau d'Orange, fidèle à elle-même, valeur de fonds de portefeuille, de rendement, ça reste plutôt flat à ce stade, hein, il faut passer au-dessus des 10,50, 10,60 pour relancer l'affaire. Au niveau de Oxurion, petite valeur comme Adonis, hein, donc
On s'emballe pas trop là-dessus, évidemment, mais qui arrive en fin de congestion. Alors après, ils ont annoncé un financement, j'ai vu, par OCA, donc ça c'est jamais terrible, mais on voit qu'il y a une congestion graphique, donc on ne sait jamais sur une news, etc. Si ça déborde les 2,75, on peut éventuellement jouer une spécu. Je vous la montre quand même parce que graphiquement il y a quelque chose. Mais après, voilà, il n'y a pas non plus, il y a pas non plus grand monde. Poxel aussi, graphiquement, il commence à y avoir quelque chose, mais qui demande confirmation, et notamment, vous voyez, la cassure de cette zone des 6,80, 6,90, qui vous permettrait d'aller chercher les 7,20 € et de construire quelque chose dans cette zone-là pour valider un retournement. Donc là, c'est encore un petit peu anticipé, mais on a eu de bonnes séances cette semaine, il faudra confirmer la semaine prochaine. Au niveau de Quantum, par contre, c'est toujours moyen. Alors on a tenté le rebond, mais on a bloqué sur l'ancien support horizontal qui devient résistance. Donc en gros, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 4,20 € et je dirais même à repasser au-dessus des 4,50, bon, ça demande encore plusieurs séances pour jouer le retournement. Ce que j'aimerais voir, c'est, poum, un gros pic ici, une conso là, on tient, et là on redémarre. Et du coup, je réachète sur ce niveau-là. Ce que je n'aimerais pas voir évidemment, c'est qu'on n'arrive pas à passer et on finit par casser ici par le bas et on va éventuellement revenir chercher les 3 €, 3,40 €, 3,30 € c'est peut-être un petit peu gros, mais en gros éventuellement on va commencer à construire ce genre de figure, vous le voyez en biseau descendant, avec bon 3,57 € dans cette zone-là ici. Après, voilà, c'est une question d'horizon de placement, bien entendu. C'est de savoir est-ce que vous voulez jouer le dossier, ça reste une biotech, mais vous voulez jouer le dossier à long terme, ou est-ce que vous voulez essayer d'optimiser un petit peu votre entrée. C'est toujours question de ça en bourse. Ruby aussi, c'est pas terrible, je dirais, tant que vous ne redépassez pas cette zone à des 40 €, donc c'est un petit peu en mode dégradé. Éventuellement, cette zone des 37,50 € qui peut servir de support. Safran, on attend, comme la plupart des cycliques dans l'aéro, là, de voir si on peut briquer par le haut, donc cette zone des 127 €. Sanofi, ça continue à bien se porter, mais ça reprend un petit peu de souffle. Rien de bien majeur pour moi, hein, même si on devait revenir au-dessus sur la zone des 84 €, on reste positif sur ce retournement haussier. Serge Ferrari aussi, c'est un petit dossier, mais éventuellement, alors je sais pas, est-ce qu'on voit qu'il y a le break ici ou est-ce qu'on va plutôt le tracer comme ceci? Bref, je le tracerai plutôt comme ceci, c'est-à-dire on reste en embuscade, mais il faut breaker les 7,50 € pour valider la suite. Solution 30, les résultats sont sortis, ils n'ont pas été achetés, donc ce que l'on peut voir globalement, c'est que par contre, on continue de naviguer. Ici, vous voyez, la congestion s'était faite sous une oblique. Je pourrais tracer un petit peu mieux, mais on est en train de revenir dessus. Donc, elle sert de support à ce stade-là. Tant qu'on ne la casse pas par le bas, on reste OK. Mais voilà, ça ne déplace pas trop les foules pour l'instant. Mais globalement, ce qui peut être construit ici, ça peut rester encore une congestion. Il faudra déborder, vous voyez, cette zone des 12,20 € pour relancer derrière une attaque des 13,20, 13,30 éventuellement. Mais si on passe sous les 11,10, 11,20, bon, il restera encore du support aux alentours des 10,70 des brouettes, 10,60, 10,70. Mais ça ne sera pas pareil, hein, ça sera un petit peu moins jojo. Donc vraiment important, je dirais, de conserver cette zone des 11, 11, 10. Technicolor, ça reste OK, ça reste propre encore à ce stade. Ça relance, donc du coup, ça nous permet de tracer cet oblique support. Donc tant que vous êtes au-dessus, vous restez positif sur le retournement. Au niveau de Technip Energy, il y a un retournement aussi qui est en train de se tenter. Pour moi, il manque encore un petit peu de... Il manque l'affirmation, je dirais. Alors, cette zone est 12 €, mais je le mettrai aux alentours des 12,10 €, 12,15 € pour vraiment acter le retournement à ce stade. Terra Nexus, même chose, on est en train de consolider et de souffler un petit peu. Je mettrai le support ici. Alors évidemment, on attend le partenariat, le machin, mais je mettrai le support ici aux alentours des 12 €. Et sinon, je laisse construire encore à ce stade. Il faudrait un débordement, on le voit, hein, un débordement de cette oblique là aux alentours des 14,60 €, puis des 15,60 €, ce qui permettrait de valider certainement via le partenariat et les annonces le meilleur. Au niveau de Total, on est en train de congestionner à l'intérieur du biseau descendant. On a validé le support, on est allé chercher quasiment la résistance, mais on a bloqué avec les résultats et on est revenu chercher le support. C'est moyen, hein, donc c'est moyen, c'est moyen. Il y a un autre niveau, si jamais on casse par le bas, si j'arrive à tracer droit,
hop, c'est la fin de semaine. Voilà, il y a un autre niveau qui peut être intéressant éventuellement, vous le voyez, cette zone est 35,40 €. Voilà, il n'y a pas péril en la demeure globalement, encore à ce stade, mais il faut voir un petit peu ce qu'a envie de voir ce qu'a envie de faire le marché. Et globalement, tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 38,30 €, je dirais il n'y a pas de quoi se précipiter pour relancer avant de relancer la tendance, on rentrer dans quelque chose d'assez neutre. Unibail aussi, c'est assez neutre, hein, à court terme, hein, je parle. À moyen terme, on est dans un mode de retournement et on est en train de tenter de casser les résistances, mais pour l'instant, ça passe pas. Donc, je n'arrive vraiment pas à tracer droit ce soir. Donc, hop, on va essayer de tracer ça. Voilà, donc ça serait déjà une bonne première étape de casser là, la zone des 71 €, 70 et des brouettes. Sinon, si on casse par le bas, évidemment, ben, c'est là où on active ce qu'on s'est dit plutôt sur les indices boursiers, où on va rentrer plutôt dans une zone certainement de léthargie et on va se chercher pendant quelques semaines, quelques mois, en attendant peut-être d'avoir un petit peu plus de saveur et de stats sur les réouvertures. Donc, notre copain Valneva, lui, va très bien, hein, on lui commande un paquet de vaccins, donc ça va très très bien. On était revenu cette semaine chercher le support ici, et puis ensuite on a eu un très bon news flow, et on a cassé cette résistance des 13,30 là, donc on est en train de tenter de relancer la hausse. Éventuellement, je dirais que vous pouvez aller chercher, euh, allez, on peut aller chercher le plus haut, bien entendu, mais je pense qu'éventuellement on aura un blocage intermédiaire sur les 14,70, 14,80, éventuellement. Si on réintègre les 13,30, à court terme, un petit peu plus de prudence, mais bon, le momentum est bien puissant là-dessus. Volantis, il faudrait casser cette oblique, ici, vous le voyez. Il faudrait casser cette oblique par le haut, et c'est ça qui permettrait de valider le break, et donc une continuation de la tendance haussière. Sinon, globalement, voilà, on est en train, vous voyez, de congestionner à l'intérieur de ce triangle symétrique. Donc voilà, ça c'était pour les actions. Il y en a d'autres que vous m'avez demandé, mais globalement que je suis aussi. C'est Verimatrix. Donc Verimatrix, je dirais, évolue dans un biseau descendant. Ce qui, évidemment, pour valider un retournement, il y a du boulot. C'est-à-dire qu'il faudrait casser les 2,50, il faudrait ensuite casser les 2,65, voilà, et être capable de retourner la tendance comme ça. Donc il y a encore pas mal de boulot, mais on est en train de revenir sur une zone de support assez intéressante, on voit qui fait réagir. Donc il faut attendre encore quelques chandeliers, je dirais, mais ça s'observe pour voir un petit peu comment la congestion va se réaliser. Évidemment, on ne néglige pas que ça peut toujours casser par le bas, et si ça casse par le bas, voilà, plutôt la zone des 2 € qui commencerait à être visée. Mais je pars du principe que c'est quand même un gros morceau ici, donc on devrait au moins avoir une réaction. Donc à observer, c'est un support que je trouve qui peut être intéressant. Même si graphiquement, je veux dire, c'est pour du rebond à ce stade et plus si affinité. Au niveau de showroom privé, on a bloqué au niveau des résultats sur la résistance ici. Comment on peut le tracer éventuellement comme ça à ce stade-là, donc plutôt un triangle, un triangle rectangle, et donc ascendant, et donc ce qui va nous intéresser, donc là on a eu une bonne réaction sur la Bollinger, donc en gros le marché vous a indiqué votre repère, c'est-à-dire que là on a tenté d'avoir le rebond, donc c'est-à-dire qu'on trouve encore du momentum, hein. C'est normal quand vous avez des tendances haussières comme ça, vous avez encore beaucoup de personnes qui voient n'importe quelle baisse comme une opportunité d'achat, donc c'est normal que vous ayez des rebonds, etc. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que ces rebonds sont moins puissants et qui bloquent plus rapidement sur des résistances. Et ça doit vous indiquer qu'en fait, les acheteurs sont toujours là, oui, mais sont en train un petit peu de s'épuiser. Donc, du coup, tant qu'ils ne vont pas réussir à casser les 3,40 €, on reste plutôt en fait dans un range, et donc dans une construction de congestion de figure. Et ce qu'on attend, c'est qu'on casse par le haut ou qu'on casse par le bas. Et si on casse par le bas, et vous voyez, donc ça serait sous les 3 € et a fortiori sous les 2,90 €, c'est là où vous attaquez un petit peu une conso un petit peu plus forte vers la zone des 2,50 éventuellement, etc. Ce qui n'empêchera pas d'avoir des rebonds, et des rebonds volatiles, etc. Mais vous commencez à dégrader la tendance. Alors, la tendance de fond reste haussière, mais vous dégradez en fait la tendance à court, moyen terme. Ça aussi, il faut bien comprendre, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour prendre suffisamment de recul sur votre profil et sur vos positions, sur votre portefeuille, pour savoir, voilà, est-ce que je suis long terme sur le showroom privé? C'est-à-dire, si je suis long terme, ça veut dire que je suis capable d'encaisser que ça casse par le bas et que ça va me chercher éventuellement 2,20 €.
hein, ça veut dire que je suis capable d'encaisser. Euh, et éventuellement, je vois ça comme une opportunité et j'ai du cash et je sais que dans mon plan, voilà, je vais renforcer sur ce niveau-là. Ou alors, ben, je ne suis pas long terme, je suis court terme, je crois au dossier, mais je préfère faire du court terme et je préfère ne pas garder une action qui va casser par le bas. Ben, quand ça casse par le bas, je vends. Et voilà, j'ai ma cartouche de liquidité, ça reste un dossier que j'apprécie, ça reste un dossier que je veux jouer à long terme, etc. Mais j'attends en fait un meilleur prix d'entrée. Et donc, éventuellement, c'est 2,50 pour vous, éventuellement, c'est 2,20 €. Bref, au fur et à mesure où on aura des choses à construire, ça, ça vous plaira ou ça vous plaira pas de re-rentrer, de retenter un run. Voilà. Sinon, à l'intérieur de ça, tendance haussière de fond, mais à court, moyen terme, je dirais donc neutralisation de la tendance. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de décortiquer un petit peu les analyses. Air Liquide, même chose sur Air Liquide, hein. L'idée c'est que vous voyez, c'est que pour l'instant on est dans la capacité de breaker finalement les plus hauts, aux alentours des 144 €. On est en train de faire une petite conso ici. On devrait venir chercher la boulanger basse là aussi, tac, donc qui est mariée à une oblique. Hein, au niveau des indicateurs techniques, hein, moi ce que je crois c'est qu'on a toujours un élément graphique. Après on ne le voit pas forcément, mais l'indicateur technique peut nous aider à voir les choses. Donc là l'idée, voilà, c'est que vous avez un support oblique sur cette zone-là, aux alentours des 139, ce qui peut faire réagir le marché pour rebondir. Et la même chose, si c'est mou, etc., eh ben, ça a beau être air liquide, etc., vous avez des décisions à prendre éventuellement. Je pars du principe que si on casse ici par le bas, on reviendra certainement chercher la zone des 136 et les poussières, mais qui reste avec la zone des 128 €, qui va rester une zone de soutien, moyen et long terme. Donc 135, je dirais moyen terme, 127, 128, c'est ici, c'est dans cette zone-là, mais en gros, il faut le voir dans cette idée. Globalement, c'est la zone long terme. Donc globalement, voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a une petite faiblesse à court terme. Ben, si vous êtes moyen long terme, ben, c'est rien de plus que de la construction et ce que vous devez interpréter comme du bruit. Ce qui va surtout vous intéresser, c'est si le marché revient sur les 135 et rebondit un petit peu, mais n'arrive pas trop et finit par lâcher par le bas. Et là, si vous êtes moyen terme, il y a des décisions qui se prennent. Sinon, ça reste positif. Globalement, vous avez Gensight aussi. Alors, je pense que il y a une annonce ou quelque chose comme ça qui doit sortir. C'est un dossier que je ne suis pas. Mais l'idée est la même, c'est qu'ici, donc cette semaine, vous avez eu un bon break et on est revenu chercher les plus hauts. Et donc là, vous avez la petite conso. Donc soit vous relancez, vous rebreakez par le haut et rien à dire, ça repart pour un tour. Soit on recasse les 8,50 €, on revient sur cette zone ici, vous rebondissez un petit peu, mais vous recassez par le bas. Ça, c'est le moment où vous recassez par le bas, c'est votre signal de faiblesse et votre signal d'être un petit peu plus prudent. Et après, c'est une question de savoir est-ce que vous êtes là que pour l'aspect spécu technique ou est-ce que vous voulez vraiment jouer le dossier et l'annonce. Et donc ça, c'est les décisions derrière de se dire je conserve jusqu'à l'annonce ou pas. Au niveau de STM, on retrouve bien cette construction un petit peu et cette volatilité. Hein. Vous voyez un petit peu cette volatilité, c'est énorme. C'est-à-dire que on ouvre directement très bas, on trouve des acheteurs et on va chercher assez haut, donc, mais on valide du coup la résistance horizontale ici, et on retourne chercher bas et clôturer quasiment au plus bas en fin de journée. Donc pour moi, c'est des tendances qui sont encore haussières. Mais quand vous voyez ce zigzag-là, cette volatilité-là, c'est ce que je vous indique, il faut être prudent. Alors là, c'est sur une valeur, mais quand on commence à voir ça sur beaucoup de valeurs, c'est le moment de se dire, bon, le marché est en train de se chercher, et il faut un petit peu patienter. Et ce zigzag-là, c'est pas intéressant. Alors pour des traders, c'est très intéressant. Pour l'investisseur, c'est pas intéressant globalement. Donc ce qu'on attend éventuellement, c'est la congestion. C'est la congestion qui peut se mettre en place ici. Et c'est derrière, c'est soit on recasse par le haut et on repart pour un tour, soit on casse par le bas et là on valide la mise en place, la reprise de souffle, la correction, etc. Et tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai annoncé en début de vidéo. Et je ne veux pas entendre c'est un super dossier, etc. On ne remet pas en cause ça. On dit juste que le marché a acté. Il a acté que c'était un bon dossier, il a acté que c'était très bien, il a acté que les semi-conducteurs, c'était génial et c'était l'avenir, etc. Bien entendu. Mais là, on parle vraiment d'éventuellement
une correction de court terme ou de moyen terme qui va nous permettre de construire des choses dans une tendance haussière de fond qui reste encore haussière, hein, bien entendu. Donc je le répète, mais c'est très important parce que ce que je peux vous dire, c'est un sentiment court terme, mais c'est important de prendre le recul aussi suivant quel est votre horizon de placement. MCFI Energy, pour moi, même chose, faiblesse. Vous le voyez, globalement, c'est ce que je vous explique. Donc là, on a retenté de repartir, on bute, on valide une résistance, on revient chercher le support oblique. Vous le voyez, on rebondit et on revient chercher ce petit support ici, hein, que je vous avais tracé, pas droit également, la semaine dernière apparemment. Je ne suis pas très droit. Mais pour moi, voilà, c'est la faiblesse. Alors soit on redémarre en effet et on revient chercher la résistance et vous breakez et c'est positif, etc. Mais là, c'est pas ce que je privilégierais quand même. Ça serait pas ce que je mettrais en maximisation de probabilité. Pour moi, là, c'est le rebond, il a eu lieu là. Ça, c'est une petite faiblesse. Donc, tant qu'on ne vous repassez pas au-dessus des 32 €, on reste un petit peu prudent. Si on casse par le bas, vous avez encore des supports obliques sur cette zone-là. Sinon, on ira chercher très certainement à nouveau cette zone ici aux alentours des 26 €. Mais là aussi, vous voyez, éventuellement, le marché, il est en train de ranger entre 25 € et 35 €. Donc il y a de la marge, évidemment, si vous voulez trader, bien entendu. Mais pour l'investisseur, là, c'est du no man's land, quoi, et c'est du zigzag. Et il faudra attendre qu'on casse par le haut ou par le bas, ou d'avoir des congestions pour anticiper un petit peu plus sur la suite. Imeris également, qui m'a été demandé. Imeris qui reste donc dans une belle figure, hein. Mais vous voyez, pour l'instant, par deux fois, hein, la semaine dernière et cette semaine, on n'a pas réussi à breaker ces 45 €. Donc on reste encore dans la figure. Et ce qu'il faut identifier, c'est si on se met à passer sous les 42 €. Alors, il y aura du rebond certainement, mais c'est ce que je vous dis. La puissance des acheteurs dans le rebond sera identifiée et ça sera peut-être une faiblesse. Et comme je vous dis, ça ne remet pas en cause la tendance haussière de fond. C'est juste que, éventuellement, si on casse par le bas, il faut s'attendre à ce qu'on consolide un petit peu, qu'on reprenne du souffle et qu'on construise petit à petit la suite. Où sont les supports pour Imeris? Alors, ils ne sont pas très loin. Il y en a un aux alentours des 41-40 € déjà. Après, un plus moyen terme qui intéressera, je pense, beaucoup de gens, c'est cette zone des 38 € si on devait y revenir. Mais ça, évidemment, il faut que ça casse déjà. C'est que de l'anticipation, ce que je vous dis. Et ensuite, on verra au fur et à mesure de ces vidéos du week-end comment ça construit et on élaborera les plans en fonction de ça. Ensuite, les actions chinoises, vous m'avez proposé Alibaba et Tencent. Et pour moi, voilà, c'est... Alors, fondamentalement, etc., oui, on peut se dire tout ce qu'on veut, évidemment, sur les GAFAM, on peut les appeler les GAFAM chinois, quoi. Mais globalement, quand vous regardez graphiquement, bon, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. D'un point de vue, on va dire, tendance immédiate, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que vous le voyez, vous êtes dans un triangle isocèle. Hop, voilà, je peux le tracer ici. La médiane, elle est ici et elle vous sert de résistance. Donc, ce que j'aime pas, tant qu'on est dans la partie basse de ce triangle isocèle, bon, ça peut être une opportunité pour certains, en effet, de se dire « je paye pas cher ». Mais il y a toujours le risque évidemment de breaker par le bas. Et donc c'est à prendre en considération. Évidemment, si on arrive à casser par le haut, on se remet dans le haut. Et là, l'idée c'est qu'il peut y avoir encore du zigzag. Mais que comme on est sur le haut du triangle isocèle, on est un petit peu plus optimiste sur le jeu plutôt du scénario acheteur sur le break. Mais globalement, ce que vous voyez, c'est qu'on a une figure qui est assez large et que donc ça peut zigzaguer et ça peut se chercher. Alors à moins d'être trader évidemment et de jouer des petits écarts, mais d'un point de vue investisseur, ça c'est typiquement un truc sur lequel pour l'instant on n'a pas vraiment de signaux qui nous disent de nous précipiter, hein. Donc après, si vous êtes long terme, évidemment vous achetez un prix qui vous paraît intéressant et quelque part le graphique est secondaire et vous êtes prêt à bloquer votre argent et à patienter. Mais d'un point de vue purement graphique, en termes de timing, à ce stade-là, on n'a pas grand-chose. Et donc, je dirais, par contre, on a des repères qui ont été bien donnés par le marché avec ce triangle isocèle. Donc, au niveau de Tencent, on va retrouver un petit peu la même chose, c'est-à-dire, pour moi, un marché qui se cherche encore. Je vais plutôt voir cette oblique ici, je ne sais pas pourquoi celle-ci était un peu plus court terme.
Donc ce qui va m'intéresser, alors j'ai pris une position, mais j'ai pris une première position, parce que ce qui m'intéresse, c'est de la compléter ici, hein, aux alentours de la zone des 17 dollars. Et là, on va retrouver à peu près la même chose que ce dont on s'est parlé sur Alibaba. C'est, vous le voyez, donc c'est une congestion ici. Congestion, en fait, qui vous donne vraiment un retournement sur la cassure effective de cette oblique. Mais après, ça sera votre objectif, hein. Et donc, il faudra ces 22 dollars qui seront importants à dépasser pour relancer la dynamique haussière qu'on a connue en 2020, pardon, jusqu'à ce que le gouvernement chinois commence à taper. Mais bon, en gros, il tape en donnant des amendes, mais moi, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Alors, le marché a peur, etc., peu importe, mais pour moi, la peur du marché qui serait de dire voilà, le gouvernement chinois va empêcher ces sociétés-là de progresser, je pense pas. Vous savez, la Chine est en guerre économique avec les États-Unis, et aujourd'hui, des Tencent et des Alibaba sont des entreprises qui sont capables de concurrencer du Amazon, du Spotify et compagnie. Bref, même si Spotify n'est pas américain, mais Apple Music, voilà, on va dire. Mais l'idée, globalement, c'est que voilà, le gouvernement chinois, en gros, serre un petit peu la vis, met le haut là, met des amendes, mais ils n'ont pas intérêt à mettre trop de bâtons dans les roues de ces sociétés-là. Ils ont besoin de les laisser un petit peu se développer. Mais globalement, bon, c'est juste qu'on rappelle un petit peu à l'ordre tout le monde que c'est pas non plus open bar en Chine, hein, au cas où on avait oublié. Donc Tencent, vous avez toujours cette congestion-là. Évidemment, ça peut casser par le bas, mais ce qu'on va jouer, donc, c'est plutôt la fin de la figure. Donc là, évidemment, c'est de l'anticipation à ce stade-là. Donc vous avez vraiment besoin que ça casse par le haut pour valider les 22 dollars, et après, petit à petit, ça vous construit en fait le retournement à la hausse et la relance. C'est un petit peu trop tôt pour l'anticiper à ce stade-là, bien entendu, on n'est pas devin, mais ça fait partie de ces congestions ici, et celle-ci, vous le voyez, elle est un peu plus mature, un peu plus court terme que Alibaba par exemple. Donc éventuellement, c'est un titre que j'ai pris parce qu'il a le potentiel d'être un peu plus dynamique. Donc c'est l'idée là-dessus, alors que Alibaba, je le mettrais plutôt dans un fonds de portefeuille finalement, même avec son aspect croissance, bien entendu. Voilà, et je pense on a fini pour cette semaine. Donc j'ai fait plus long cette semaine. Je m'excuse pour celles et ceux qui apprécient pas les vidéos longues, mais je pense que je voulais appuyer sur un certain nombre de choses parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, bien entendu, mais je sais que dès que le marché va baisser de 2 ou 3%, tout le monde va paniquer. Et tout le monde qui était très long terme va devenir très court terme. Donc l'idée, c'est que je voulais réappuyer sur ce que vous voyez à court terme, la capacité que vous devez avoir à prendre du recul et à bien définir aujourd'hui, pas quand le marché se casse la figure, c'est trop tard. Vous devez définir aujourd'hui quel est votre profil. Est-ce que vous êtes vraiment long terme, ou est-ce que dès que ça va baisser de 5%, vous n'êtes pas capable de soutenir la perte? Et donc là, vous êtes faussement long terme. Et donc ça vous permet de réajuster, pas vos stops, parce que c'est pas ça qui vous fait gérer vos pertes, c'est pas ça qui vous permet de gérer vos émotions, le stop, hein. Ce qui permet de vous gérer vos émotions et d'être dans votre capacité de tenir avec discipline votre profil et votre plan, c'est la taille de position, hein. Le stop vient ensuite, c'est un outil. La taille de position, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et donc, quand on est dans un marché où on n'est pas sûr, quand on est dans un marché où on n'est pas serein, etc., le but du jeu, c'est jamais d'être all-in ou all-out, comme je vous dis souvent, parce que le marché nous surprend et qu'on loupe sa performance en étant all-in ou all-out. Mais c'est voilà, de procéder par allègement ou renforcement en fonction de ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Et c'est pour ça que je vous propose ces vidéos hebdomadaires, parce que de manière hebdomadaire, on ne sait pas au jour le jour, il faut éviter le bruit au jour le jour, mais de manière hebdomadaire, tranquille, le week-end, quand il n'y a pas les cotations qui sont ouvertes, c'est le meilleur moment justement pour réactualiser un petit peu votre approche, vos stratégies et vos plans. Et c'est là où on peut prendre un petit peu des décisions pour la semaine à venir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à partager également avec le plus grand nombre de personnes que ça pourra aider, que vous pensez que ça pourra aider. Je vous attends du côté des commentaires pour juste faire un coucou, me poser une question et donc participer également, même si j'ai proposé des actions. Là, ça ne veut pas dire que je les repropose la semaine prochaine, donc vous reproposez éventuellement un commentaire, une action, et les autres, quand vous voyez une action sur laquelle vous voulez avoir une analyse,
ou re-avoir une analyse de manière hebdomadaire, vous mettez un pouce en l'air à ce commentaire-là, et moi je prends les commentaires qui ont le plus de pouces, et j'essaye donc de les rajouter à cette vidéo, et voilà ce que je voulais vous dire. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également des vidéos que je publie en cours de semaine, où j'essaye d'avoir une approche un peu plus macro, etc., pour vous donner peut-être quelques indications qui peuvent vous aider éventuellement à prendre les décisions un petit peu plus en accordant votre profil avec l'horizon de placement. C'est ça pour moi qui est très important et qui permet un petit peu, peut-être, si on devait rentrer dans un marché en zigzag, en range, qui permettent un petit peu de ne pas être frustré par ce type de marché-là. Et c'est ça qui va être le plus important après l'année que l'on vient de vivre, ou si vous avez débuté pendant cette année-là, forcément, un marché en range peut être très frustrant. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr et je vous retrouve dans les commentaires. Salut les graphes.